Chunk 1. Dans une enveloppe scellée, un seau de cire rouge, un nom écrit de la main de la princesse Diana, Camilla. Après près de 28 ans, une lettre inédite écrite par Diana, princesse de Galles, a été découverte et son contenu est une véritable bombe royale. Découverte dans les archives verrouillées d'un domaine lors d'un inventaire de routine, la lettre était scellée et n'avait jamais été ouverte jusqu'à présent. Adressée directement à Camilla Parker B.S., la femme longtemps considérée comme la plus grande rivale de Diana, cette lettre contient quelque chose que personne n'attendait. Pas de colère, pas de pardon, mais un avertissement glaçant qui résonne désormais dans les murs de Buckingham Palace. Découverte de la lettre. C'était le 12 septembre 2025, lorsqu'une boîte en cuir poussiéreuse étiquetée uniquement correspondance privée, l'hôte 304 du domaine, a été ouverte à la maison de vente aux enchères Ashcombe dans le Wiltshire. À l'intérieur, il y avait des photos vieillissantes, des marque-places et des menus royaux. Mais, enfouie sous une pile de programmes fanés, une enveloppe crème a tout changé. Le seau de cire personnel de Diana, rouge foncé et intact, maintenait le rabat fermé. Le papier était épais, élégant et intact par le temps. Un mot écrit sur le devant dans une écriture bouclée familière. Camilla. L'assistante qui l'a découverte, une jeune femme de 26 ans nommée Lara Jennings, se serait figée. C'était comme si la pièce était devenue silencieuse. Elle a déclaré plus tard que le seau était intact. L'enveloppe ne montrait aucun signe d'effraction. Un appel rapide a fait venir le conservateur, puis la sécurité. Les téléphones ont été enfermés. Les caméras éteintes. Au cours des 4 heures suivantes, des murmures se sont répandus dans les couloirs de pierre du domaine, transformés en maison de vente aux enchères. La lettre était réelle. Elle était scellée et n'avait jamais été ouverte. Étonnamment, l'enveloppe était passée entre 3 mains privées depuis 1998, chaque propriétaire ignorant apparemment son importance. Les registres de vente aux enchères montrent qu'elle est apparue lors d'une vente de succession en 2007 à Nice, en France, puis à nouveau dans le coffre-fort d'un collectionneur privé à Genève en 2012 avant de refaire surface en Angleterre, quelques semaines avant la découverte. Personne n'avait brisé le sceau. Personne n'a osé. À la fin de la journée, des experts de haut niveau étaient sur place. Des historiens royaux, des analystes d'écriture et même 2 anciens archivistes du palais se sont réunis dans une salle de visionnage verrouillée. Ils ont examiné l'enveloppe, confirmé le sceau et documenté la décoloration des encres, correspondant à la papeterie royale des années 1990. Chunk 2. La nouvelle de la découverte est parvenue à Clarence House à la tombée de la nuit. Ce moment n'appartenait pas seulement à l'histoire, il la réécrivait. Mais trouver la lettre n'était que le début. Avant de pouvoir la croire, avant que son contenu ne puisse remodeler le récit de la monarchie, elle devait être testée. Car avec une lettre aussi dévastatrice, une question devait être résolue en premier. Était-elle réelle? Authentification de l'artefact. Dans les 24 heures, l'enveloppe a été placée sous protection armée dans l'aile des archives sécurisées de la British Library. La première étape, la vérification médico-légale. La principale experte en écriture, le Dr Amelia Renon, qui avait authentifié plus de 130 lettres de Diana, a effectué la comparaison. C'est elle, a-t-elle déclaré. L'inclinaison, la pression, les boucles finales. Chaque trait correspond à son écriture de 1996 à 1997. Le test suivant s'est concentré sur le seau de cire, une marque rouge cramoisie rarement utilisée, uniquement visible dans les lettres les plus privées de Diana. Les archives du palais ont montré qu'elle ne l'avait utilisée pas plus de 8 fois dans l'histoire connue, toutes réservées à la communication directe avec la famille ou à des questions personnelles controversées. Le mélange exact de cire a été retrouvé chez un papetier parisien qu'elle fréquentait en 1995. Et sa préservation est anormalement immaculée, a déclaré un conservateur, comme s'il avait été caché dans un environnement climatisé pendant des années. Pourtant, la chaîne de propriété a suscité des inquiétudes. L'enveloppe
a disparu des archives de Kensington Palace peu après la mort de Diana, en août 1997. La chaîne de possession de 1998 à 2007 était incomplète. Aucun document ne montre quand ni comment la lettre a quitté le domaine royal. Cela a ouvert la voie aux sceptiques. Lord Alton Hargrave, un ancien archiviste sous la reine Élisabeth, a publiquement remis en question la découverte. Si cela était authentique, cela n'aurait jamais été autorisé à disparaître. Pourtant, d'autres étaient en désaccord. Lady Jane Fellowes, la sœur de Diana, a examiné l'enveloppe en privé et aurait été vue quittant les archives en larmes. Aucune déclaration n'a suivi. Le silence s'est installé, sauf parmi la presse qui a commencé à creuser, à insister, à exiger. Pendant ce temps, la British Library a publié une seule mise à jour mesurée. Chunk 3. Nous reconnaissons la possession d'un document non vérifié auparavant attribué à Diana, princesse de Galles. Aucun autre commentaire ne sera fait pour le moment. Et ainsi, le monde a été laissé en suspens avec une lettre confirmée par l'encre, le papier et l'instinct, mais toujours non ouverte. Mais à quoi pensait Diana lorsqu'elle a écrit cela? Pour comprendre la lettre, le sceau et le silence qui l'entourent, nous devons revenir en 1197. Non pas à la personnalité publique, mais à la femme derrière les portes closes, observant, attendant, écrivant avec de grands yeux inquiets. L'état d'esprit de Diana en 1997. Au début de 1997, Diana passait du chagrin à la clarté. Son divorce avec le prince Charles avait été finalisé en août 1996. Et bien que les caméras soient toujours présentes, elle était devenue plus calme et plus perspicace. Selon le personnel de Kensington Palace, elle restait souvent éveillée, tard, gribouillant des lettres sur du papier épais, monogrammé. Certaines étaient postées, beaucoup ne l'étaient pas. Elle écrivait comme si elle courait contre la montre, a déclaré l'ancienne gouvernante Mary Conroy dans une interview refaite Surface en 2004. Elle en scellait une, puis en écrivait immédiatement une autre, toujours en scellant, jamais en déchirant, jamais en jetant, mais son humeur n'était pas frénétique. Elle était calme, réfléchie et de plus en plus prudente. Plusieurs amis se sont souvenus qu'elle croyait être suivie, que les appels téléphoniques étaient interrompus, qu'il y avait des ombres à l'extérieur des fenêtres. Elle faisait référence à des forces obscures dans des conversations privées, non pas une paranoïa de tabloïd, mais un sentiment croissant qu'on la réduisait au silence de l'intérieur. Les lettres de cette période, maintenant vérifiées, révèlent un changement de ton. Les premiers écrits étaient émotionnels, réactifs. Mais au printemps 1997, les mots de Diana sont devenus plus froids, plus mesurés. Elle documentait, pas ne se défoulait pas, elle observait, pas ne suppliait pas. Et une chose est devenue claire. Elle sentait une échéance. Elle disait des choses comme « Je dois écrire ça avant qu'il ne soit trop tard », a déclaré sa confidente Simone Simmons. Ce sentiment imminent n'était pas de la peur, c'était un but. Elle avait quelque chose à laisser derrière elle, pas pour le monde, pour quelqu'un en particulier. Et lorsqu'elle a écrit Camilla sur cette enveloppe, elle n'écrivait pas pour obtenir de la sympathie. Elle écrivait pour survivre, parce que Diana ne voulait pas seulement qu'on se souvienne d'elle. Chunk 4. Elle voulait être comprise après sa mort. Et maintenant, nous posons la question que le monde n'a jamais pensé à poser. Pourquoi Camilla? De toutes les personnes à qui Diana aurait pu s'adresser dans ces dernières semaines, pourquoi la femme qui a brisé sa vie? La réponse cachée dans l'encre n'était pas ce que quiconque attendait. Pourquoi Camilla? De tous les noms qu'elle aurait pu adresser, Diana a choisi Camilla. Pas Charles, pas la reine, pas même ses fils. Dans la dernière ligne droite de sa vie, Diana a écrit un message privé à la femme qui, à bien des égards, avait détruit son monde. Et pourtant, ce n'était pas une lettre de vengeance. C'était un appel. Un appel écrit depuis la douleur, pas la haine. Ceux qui ont vu des fragments de la lettre sous supervision d'archives décrivent son ton émotionnel comme étrangement retenu. Il n'y avait pas d'accusation, pas de langage grossier. Au lieu de cela,
Diana semblait tendre la main à travers une ligne qui n'avait jamais été franchie. « Ne l'hypnotisez pas », aurait-elle écrit. « Ne détruisez pas ce qui reste de moi. » La phrase est brute, fracturée, humaine. Un plaidoyer d'une femme qui s'était vue effacée du récit et qui voulait encore être vue. Dans ses propres mots, Diana décrit Camilla comme quelqu'un qui le connaît mieux que quiconque, mais aussi comme quelqu'un qui exerce son influence avec une élégance qui masque l'intrusion. Cette phrase, à elle seule, a mis les observateurs royaux en émoi. C'est comme si Diana essayait de lever le rideau, non seulement sur le rôle de Camilla dans la rupture entre Charles et Diana, mais sur quelque chose de plus profond. La lutte de pouvoir silencieuse derrière les murs du palais. Plus que toute autre chose, la lettre est centrée sur la capacité d'agir. Diana ne suppliait pas pour un retour de mariage. Ce navire avait quitté le port en 1996. Elle défendait son droit d'exister en tant que quelque chose de plus qu'une épouse rejetée. Elle écrit que sa vie est démantelée pièce par pièce, pendant que le monde regarde et applaudit. Et puis, elle ajoute une phrase qui aurait stupéfié les experts. « Si je disparais, souvenez-vous de ceci. Ce n'était jamais seulement la presse. Ce n'était pas juste une lettre. Junk 5. C'était une défense, un enregistrement, un avertissement. Mais il ne s'agissait pas seulement de chagrin d'amour ou de trahison. Diana comprenait ce que peu osaient admettre, que le pouvoir de Camilla n'était pas public. Il était silencieux, stratégique et profondément ancré dans la machine royale. Et cela la rendait plus dangereuse que quiconque ne le réalisait. Pouvoir, influence et intrigue monarchique. Ce que la princesse Diana voyait et craignait n'était pas seulement l'infidélité, c'était l'influence. Au milieu des années 1990, Camilla Parker B.S. était déjà plus que la compagne de Charles. Elle était sa voix, son régulateur émotionnel et, comme certains initiés royaux l'admettent maintenant, sa conseillère la plus fiable. Elle n'avait ni titre, ni couronne, mais à l'intérieur de Clarence House, sa présence était partout. Diana l'a vu bien avant le public. Dans la lettre, Diana aurait décrit l'influence de Camilla sur Charles comme presque chimique. Elle peut changer l'air dans la pièce. Elle n'accusait pas Camilla de sorcellerie, mais de contrôle psychologique, du genre qui n'est pas bruyant, mais durable. Camilla savait quoi dire, quand se taire et comment faire sentir Charles puissant, et ce faisant, elle s'est rendue indispensable. Mais Diana ne s'est pas arrêtée là. Elle aurait écrit au sujet des relations de Camilla, des individus au sein de la presse, des cercles de la cour, voire de certains membres du personnel qui la maintenaient discrètement positionnée et protégée. Ils ne servent plus seulement Charles, a écrit Diana. Ils servent ceux qui le réconfortent, et c'est elle. Cette seule phrase brosse un tableau glaçant de la façon dont l'influence au sein de la monarchie ne s'accompagne pas toujours d'un titre, mais d'un accès. Au moment de la rédaction, Diana était enfermée dans sa propre guerre psychologique. Pas seulement avec Camilla, mais avec le protocole royal. Elle était sortie du palais, de son mariage et de la faveur de nombreux membres de la firme. Pourtant, sa popularité auprès du public continuait de monter en flèche, et cela aussi la rendait dangereuse. Elle comprenait les enjeux. Cette lettre n'a pas été écrite pour reconquérir Charles. Elle a été écrite pour documenter la bataille qu'elle avait perdue à huis clos et pour exposer le pouvoir silencieux d'une femme qui n'a jamais eu besoin d'un trône pour le contrôler. Mais il y avait une partie de sa vie à laquelle Diana refusait de renoncer, ses fils. Junk 6. Et dans la section la plus déchirante de la lettre, elle passe de Camilla à William et Harry, parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'un avertissement sur le pouvoir. C'était la dernière tentative d'une mère de protéger ses enfants de ce pouvoir. Les enfants au centre. Pour la princesse Diana, le rôle le plus sacré qu'elle ait jamais occupé n'était pas royal. Il était maternel. En 1997, ses fils grandissaient rapidement. Le prince William avait 15 ans. Le prince Harry, seulement 12 ans. Ils naviguaient dans des écoles d'élite, subissaient tous la pression des médias et vivaient la tradition royale, tout en assistant à l'effondrement silencieux de leur famille.
Dans sa lettre, Diana les décrit comme « mes ancres et ma peur ». Elle craignait ce que le palais leur ferait, en quoi le pouvoir les façonnerait. Ne les laissez pas devenir des pièces sur l'échiquier. Elle écrit « Ce ne sont pas des symboles, ce sont des garçons. Laissez-les être des garçons. » Il est clair que Diana pensait que William et Harry seraient utilisés non seulement par l'institution, mais par Camilla et tous ceux qui chercheraient à contrôler Charles par proximité. Elle décrit une chaleur stratégique offerte aux garçons, des moments d'affection organisés et des mouvements calculés pour paraître maternels. Ils savent déjà qui les aime, écrit-elle, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qui se positionne pour les façonner. Et cette phrase résonne maintenant douloureusement avec le recul. Au cours des décennies qui ont suivi la mort de Diana, les chemins de William et Harry ont divergé. L'un portant la monarchie, l'autre s'en éloignant. Diana, semble-t-il, avait prévu cette division. Dans les dernières pages de la lettre, elle exhorte Camilla, ou peut-être les forces qui la soutiennent, à laisser les garçons choisir leur vie. N'imposez pas la couronne à l'un. N'exilez pas l'autre. Mais le passage le plus obsédant est peut-être celui que beaucoup considèrent comme sa dernière prophétie maternelle. Ils porteront mon ombre, mais ils ne doivent jamais porter mes chaînes. La plus grande crainte de Diana n'était pas d'être oubliée, c'était que ses fils se fassent vivre sous le même poids invisible qui l'a écrasée. Et aujourd'hui, près de 3 décennies plus tard, ces craintes semblent prophétiques. Parce que lorsque vous lisez la lettre de Diana en 2025, elle ne ressemble pas à une relique. Chunk 7. Elle ressemble à un message destiné à aujourd'hui. Et ce qu'elle a prédit est déjà en train de se produire. Des prédictions qui hantent le présent. Elle les a avertis. Dans l'une des dernières pages de la lettre, la princesse Diana aurait écrit « La monarchie doit évoluer, ou elle se brisera sous son propre reflet. » À l'époque, en 1997, cela pouvait sembler mélodramatique, mais aujourd'hui, en 2025, ces mots se lisent comme une prophétie. Diana n'a pas seulement vu les fissures dans la façade royale. Elle a vu ce qui allait arriver si personne ne changeait de cap. Elle a mis en garde contre l'obsession des médias. Ils vous construisent pour vendre votre visage, puis vous enterrent avec le même stylo, a-t-elle écrit. Elle a qualifié les photographes de presse de profiteurs, pas de conteurs. C'était une vérité brutale que le palais a ignorée. Mais au fil des ans, la monarchie a vu son avertissement se réaliser. Chaos des paparazzis, messages vocaux piratés, dramatisation. Netflix, interview explosive. Sa mort n'a pas mis fin à l'examen minutieux. Elle l'a amplifié. La lettre de Diana contient également une phrase énigmatique répétée 2 fois. Le silence n'est plus la sécurité. Ces mots résonnent incessamment maintenant par rapport à la stratégie royale moderne. La devise « ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer ». Diana pensait que le silence laissait la place à la manipulation, que sans parler, l'institution devenait un masque vide, froid, inaccessible. Et à la suite des récents drames royaux, du départ de Harry en 2021 au retrait de Camilla en 2025, il est clair que la théorie du silence de Diana n'était pas seulement de l'émotion. Elle était exacte. La dernière ligne connue de la lettre, confirmée par plusieurs sources, aurait été « Le temps me donnera raison, mais il ne m'apportera pas la paix. » Elle ne demandait pas à être entendue de son vivant. Elle plantait la vérité pour qu'elle fleurisse plus tard, lorsque les gens seraient prêts à y faire face. Et maintenant, ils y font face. Parce qu'une fois cette lettre rendue publique, le palais, si habitué à contrôler le récit, est resté complètement silencieux sur le plan stratégique. Et ce silence en disait bien plus que des mots ne pourraient jamais le faire. Le palais silencieux. La lettre a été rendue publique à 8h04 le 3 octobre 2025 par le biais d'une exclusivité avec le Times. Elle comprenait des photos de l'enveloppe scellée, des confirmations de 3 historiens et une chronologie de sa découverte. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'était une réaction du palais. Junk 8. Aucune déclaration du roi Charles, aucun mot de la reine Camilla, aucun point de presse de Kensington Palace. Au lieu de cela, la couronne s'est tue.
le site web officiel de la famille royale ne mentionnait pas la lettre, pas même dans la section des articles de presse archivés. Mais les journalistes ont noté autre chose. La page de biographie de Camilla a été soudainement raccourcie. Les mentions de sa relation avec Diana avaient été réduites. Des événements publics liés à la mémoire de Diana, discrètement retirés du calendrier royal. Derrière les portes de Clarence House, des initiés disent qu'il y avait le chaos. Des conseillers auraient exhorté Charles à répondre, même avec une vague reconnaissance, mais il a refusé. « Elle n'est pas là pour la corriger », aurait-il dit, « et je ne vais pas l'attiser. » Mais le silence n'efface pas l'impact. En moins de 48 heures, les grands titres du monde entier ont explosé. CNN Leond, le Sydney Morning Herald. Même Der Spiegel a fait une première page avec les mots « La lettre de la reine ». Des historiens royaux sont apparus sur les réseaux pour débattre de la signification plus profonde. La lettre était-elle un dernier avertissement, un cri privé ou quelque chose de plus proche d'un manifeste? Un historien a déclaré « Ce n'est pas ce que dit la lettre, c'est ce que le palais ne dira pas en réponse qui change tout. » Parce que lorsqu'une monarchie construite sur le contrôle choisit de rester silencieuse, ce silence devient la réponse la plus forte de toutes. Et ainsi, le monde s'est tourné vers elle. Pas Camilla, pas Catherine, mais Diana, une femme décédée il y a près de 30 ans, qui réécrit maintenant l'histoire avec rien de plus que de l'encre, du papier et la vérité. Héritage et réinterprétation. Cette lettre a fait quelque chose qu'aucune biographie, aucun documentaire ou aucune statue n'aurait jamais pu faire. Elle a fait passer la voix de Diana du passé au présent. Pendant des années, elle a été figée dans le temps. La belle princesse tragique, la femme lésée, la martyre aux perles. Mais maintenant, le monde voit une nouvelle version. Diana, la stratège, la penseuse, la femme qui voyait clairement l'échiquier, même si personne n'écoutait. Les historiens revisitent maintenant sa chronologie avec un regard neuf. Ses interviews, ses discours, même son silence dans la dernière année de sa vie, tous réexaminés sous ce nouveau prisme qu'elle ne se délitait pas. Elle enregistrait, se préparait, essayait de façonner l'héritage qu'elle savait qui serait déformé après sa mort. La lettre force une nouvelle conversation sur sa relation avec Camilla. Non plus une rivalité de jalousie ou d'amertume, elle apparaît maintenant davantage comme une dernière tentative de dignité. Diana ne se battait pas pour Charles. Elle se défendait elle-même, son histoire, son identité, sa vérité. Chunk 9. Ce faisant, elle a tracé une ligne que l'histoire n'avait jamais correctement vue. Et surtout, cette lettre remet en question la façon dont nous voyons la monarchie elle-même. Si Diana avait raison, si elle voyait ce qui allait arriver, alors peut-être que sa lutte n'était pas personnelle, elle était systémique. Et cela soulève une dernière question troublante. Diana écrivait-elle un adieu? Ou écrivait-elle un règlement de compte royal déguisé en adieu? Une lettre, 4 pages, 28 ans dans l'ombre. Et maintenant, tous les regards sont tournés vers la suite. Parce que cette lettre n'est peut-être pas la fin de l'histoire, mais le début d'un règlement de compte qui se déroule encore. Questions sans réponse et implications futures. L'encre s'effaçait, le monde a lu les mots, et pourtant, nous nous retrouvons avec plus de questions que jamais. Pourquoi la lettre a-t-elle été cachée pendant près de 3 décennies? A-t-elle été enfouie intentionnellement? A-t-elle été perdue? Ou quelqu'un essayait-il de protéger ou de faire taire la vérité finale de Diana? Plus troublant encore, qu'est-ce qui reste invisible? Des sources au sein de la British Library ont confirmé qu'une seule lettre a été authentifiée jusqu'à présent. Mais Diana était connue pour en écrire des dizaines dans ces dernières semaines. Pourrait-il y en avoir d'autres destinées à d'autres personnalités? À William? À Harry? À la presse? Et si d'autres lettres font surface, qui contrôle le récit alors? La famille royale n'a toujours pas répondu, mais les experts pensent que cela pourrait changer bientôt. À huis clos, des équipes d'urgence sont briefées. Si une autre lettre émerge, en particulier une lettre adressée au roi Charles ou au prince William, le palais pourrait être contraint de publier une déclaration.
Et une fois qu'ils parleront, les vannes pourraient s'ouvrir. Mais la question ultime, celle que l'histoire ne cessera peut-être jamais de poser, est la suivante. Cette lettre change-t-elle notre façon de voir la monarchie, l'amour, la trahison et Diana elle-même? Parce qu'elle n'est plus seulement un souvenir. Elle est l'auteur d'une vérité qui a attendu 28 ans pour être entendue et qui a enfin, irrévocablement, tout changé. Alors maintenant, près de 3 décennies après sa mort, la princesse Diana a de nouveau parlé. Non pas par le biais d'un documentaire, ni par le biais d'un drame Netflix, mais de sa propre écriture, à ses propres conditions, et à la seule femme à qui le monde ne s'attendait jamais à ce qu'elle s'adresse directement. Camilla Parker, B.S. Chunk. 10. La lettre ne crie pas, elle ne supplie pas, elle ne pardonne pas. Elle reste calme, contrôlée et tranquillement dévastatrice. Diana n'a pas essayé de réécrire l'histoire. Elle a essayé de se préserver à l'intérieur de celle-ci. Elle savait que les récits changeraient, que les noms seraient modifiés, que les titres seraient échangés et que sa mémoire serait réduite à ce qui convenait aux autres. Mais cette lettre, elle a tout traversé et elle n'aurait pas pu faire surface à un moment plus critique. Avec Camilla qui se retire maintenant de ses fonctions royales, son image publique qui s'effrite et Catherine qui s'élève tranquillement à la pleine autorité en tant que reine consort, il est impossible de ne pas entendre les échos de l'avertissement de Diana. La couronne est lourde, non pas à cause du devoir, mais à cause de la façon dont elle a été prise. Ce qui a commencé comme une enveloppe scellée est maintenant devenu un tournant. Les conseillers royaux paniquent. Clarence House reste silencieuse. Pas de déni, pas d'explication, juste une disparition stratégique. Mais le public voit tout et il se souvient. Déjà, des foules se sont rassemblées devant Kensington Palace, laissant des fleurs, non pas en signe de deuil, mais en signe de reconnaissance. Une veillée pour une voix qui a failli être perdue, mais qui parle maintenant plus fort que jamais. Alors, quelle est la prochaine étape? Le palais reconnaîtra-t-il enfin la vérité de la lettre? D'autres lettres seront-elles révélées? Ou ce document restera-t-il la seule pièce incontrôlable de l'héritage de Diana? Une chose est sûre, la monarchie peut continuer sans elle, mais elle ne pourra jamais lui échapper. Parce que ce n'était pas seulement un message à Camilla, c'était un message à l'histoire. Et il a atterri exactement là où Diana voulait qu'il atterrisse, au centre de la conscience de la couronne.